Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Acil, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle interview avec une personne très intéressante. Elle s'appelle Céline Roland, c'est une entrepreneure à succès. Je voulais vraiment vous partager son parcours et son histoire, donc c'est parti. Bonjour Céline, comment tu vas? Bonjour, écoute, très bien et toi? Ça va la forme? Super. On va commencer cette interview par un peu le début de ta formation et tout pour te présenter. Qui tu es, comment tu as commencé. Je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Tu as fait alors des études d'opticienne. Exactement. C'est un BTS qui dure 2 ans. Ok. Du coup, et je l'ai fait en alternance. Ok. Et juste derrière, après, comment ça s'est enchaîné? Après, je me suis fait débaucher le jour de mon examen. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier vrai patron. Ok, donc du coup là, de ce que j'ai vu, tu as travaillé dans une boutique d'opticien classique? J'ai commencé à travailler à la Générale d'Optique en apprentissage. Okay. Et le jour où j'ai passé mon oral au BTS, j'ai été débauchée par un opticien mulhousien sous l'enseigne Optique 2000. Ah punaise, ça fait forte impression tout de suite. C'est ça. Donc en fait, j'ai tout de suite enchaîné en tant que responsable des achats chez Optique 2000 à Mulhouse. Et t'avais quel âge du coup? Ah, j'étais toute jeune. Je devais avoir la vingtaine, 20 ans, je pense, ouais. Ah, et tout de suite, et là, du coup, t'es tout de suite dans le monde du travail. Comment ça s'est passé par la suite? Alors, j'ai tout de suite été, oui, dans le monde du travail. J'ai été ensuite débauchée par un autre opticien pour un poste à responsabilité. Donc, je suis passée responsable assez jeune. 1 an plus tard, j'étais responsable, donc place Franklin à Mulhouse, chez Optique Goutte-les-Bains. Toujours à Mulhouse? Là, on va dire c'est la première grosse expérience que tu as eue? C'était ma première expérience en tant que responsable de boutique. Ah ouais, magnifique, parfait. Et là, j'ai vu sur Internet que tu as lancé ta première boutique en 2013. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est ça. Suite à une agression, je m'étais fait agresser quand j'étais donc responsable. Et en fait, ça a été un mal pour un bien parce que du coup, suite à cette agression, j'ai décidé de me lancer. Je me suis lancée d'ailleurs dans un point de vente donc, qui existait déjà. C'était une boutique donc, qui est toujours, c'est ma première boutique à Riedisheim, en centre commercial. Et en fait, ça me rassurait d'avoir des vigiles. Tu vois, comme je m'étais faite agresser, eh ben, je me suis lancée dans un centre commercial, j'avais ma propre sécurité. Alors c'est vrai que ça, je l'ai pas trouvé sur Internet et ça saute pas aux yeux, quoi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Folie. J'ai un client donc, que je connaissais, c'est ça le pire, qui était, il est schizophrène. Il n'avait pas pris ses médicaments ce jour-là. Il a tapé une fixation, je pense, sur moi. Il débarque. Aujourd'hui, j'en parle assez ouvertement, mais c'est vrai que c'était quand même très perturbant à l'époque. Et en fait, il rentre, il me regarde, il me dit, tu vois ici, c'est là que tu vas te la prendre. Donc en gros, un mec, il rentre avec une arme, il veut me tuer, j'ai rien demandé à personne. Attends, c'est quoi cette histoire? Je suis choquée. Je suis juste là pour travailler. J'ai rien demandé à personne. Heureusement, ce jour-là, que j'avais 2 clients avec moi en boutique. Il y en a un qui l'a reconnu, il a direct appelé la police, la BAC a débarqué, il était connu, 21 plaintes contre lui. Il avait fait débarquer le GIGN, intervenir GIGN à Mulhouse parce qu'il avait séquestré sa mère à la ZUP. Enfin, catastrophe. Et c'était ton client? C'était un client. Mais après, comme quoi, tu connais jamais tes clients. Tu sais jamais, en fait, ce qu'il en découle. Et c'est vrai qu'il paraissait un petit peu déséquilibré. Bon, quand il était sous médicaments, il paraissait un peu plus normal. Et là, ce jour-là, il est rentré. Et... Alors, aujourd'hui, j'en parle assez ouvertement, mais il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui m'a perturbée. Je suis partie ensuite plusieurs semaines en vacances, en guillemets, aux États-Unis, mais c'était surtout pour fuir un petit peu l'univers ici, parce que je me baladais en ville et je le voyais partout. Enfin, c'était horrible, en fait. Je pouvais plus... Mais tu commences à psychoter, forcément. Ouais. Mais tout ça, surtout par rapport à la police, en fait, et tout ce qui s'est engendré après ce moment-là, j'ai dû aller à la police. Ils m'ont fait... En fait, moi, j'avais pas connaissance de tout qu'il était déséquilibré. Le mec, c'était un dingue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à la police, ils m'ont dit, vous pouvez plus retourner travailler. J'ai dit, pardon? Moi, j'étais passionnée par mon travail. C'était impossible, je vais pas retourner travailler. Et au final, ma famille, tout le monde a eu peur. Je suis pas retournée travailler. Et je suis partie aux États-Unis. En rentrant, j'ai dit, stop, maintenant, il faut y aller. Je me lance, je vais me mettre à mon compte. Et il y avait donc cette boutique à Riedisheim qui, à l'époque, ne fonctionnait pas du tout. Elle perdait plus de 80 000 € par an. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Ma clientèle m'a suivie de Place de la Réunion à Mulhouse à Place Franklin. Pourquoi je me lancerais pas à Riedisheim? C'est un super environnement. Et c'est vrai que du coup, je me suis lancée.
J'ai eu l'opportunité donc de reprendre cette boutique et j'étais rentable au bout de 2 mois. On a réussi à remonter. C'est vrai que voilà, j'ai un bon relationnel. Les gens, ils aiment être conseillés par moi et aujourd'hui par mes équipes. Et donc, c'est une réussite. Du coup, cette histoire d'agression, est-ce que ça a fait tilt dans ta tête? Pourquoi c'est lié du coup au fait que tu t'es lancé à ton compte? Parce que au final, en fait, tu bossais entre guillemets dans une boutique qui n'était pas à toi. Là, cette histoire qui t'arrive, qu'est-ce qui a... T'as tilté d'un coup? Tu t'es dit, faut que je me barre? Non, mais en fait... j'avais aucune sécurité qui a été mise après. En fait, c'est ça. Je travaillais la plupart du temps toute seule. C'était l'été, donc en plus il y avait les congés. Et je me voyais pas travailler toute seule. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais revivre ça. C'est assez bizarre quand tu te fais agresser. C'est ce qui se passe en toi, tu le contrôles pas. C'est inconscient. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ouvre ma boutique et moi, ma sécurité, je vais me la faire moi-même. Je vais avoir mon bouton urgence. Je vais avoir, tu vois, j'étais rentrée dans une paranoïa. Mais bon, après, c'est comme ça. Bah, j'imagine que, du coup, alors, c'est vrai que déjà, reprendre des boîtes en France, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué quand t'as pas les moyens. Est-ce que t'as eu de l'aide? Comment t'as fait pour prendre cette première boutique? Parce que t'avais que, on va dire, 2-3 ans d'expérience, 2-3 ans de salaire qui rentraient. Comment t'as fait pour d'un coup reprendre une boutique? Parce que Riedisheim, pour ceux qui connaissent pas, c'est un village, une petite ville assez bien fréquentée. Donc prix des boutiques un peu plus élevé que d'autres régions. Comment t'as fait? Comment t'as réussi à acheter cette première boutique? Alors en fait, je me suis mise d'accord avec l'ancien propriétaire. Et c'est vrai que je lui ai dit, regarde, laisse-moi ma chance. Laisse-moi 2 ans pour remonter en fait la boutique, puisqu'il perdait 80 000 € par an. Et au bout de 2 ans, je te la paye. Parce que bien sûr, j'ai commencé, j'avais 0. J'étais jeune. Quand t'es jeune, en fait, t'as pas d'argent sur ton compte. C'est comme ça, j'ai pas honte de le dire. J'avais 0. Et du coup, en fait, c'est pour ça aussi que j'avais la niaque. C'est souvent comme ça. C'est quand t'as pas, t'as envie d'avoir et du coup, tu donnes tout. Donc, en fait, pendant 2 ans, j'ai fait mes preuves. Et au bout de 2 ans, j'ai pu aller voir les banques et dire aux banques, voilà, ils perdaient 80 000. Aujourd'hui, on en est là. Ça fait 2 ans que je travaille dans cette entreprise. Il me faut un prêt. Cette boutique, elle mérite d'être à moi. Ah ouais, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que tu t'es mis ce genre de deal, tu sais, limite, on voit ça à la télé. Enfin, à la télé. Tu sais, on entend toujours quelqu'un qui... Là, du coup, c'est bien que t'es réel, quoi. Tu sais, t'existes. T'as fait ce bail toi-même. C'est ça. T'es allé voir un mec, tu lui as dit, écoute, grosso modo, je résume, ta boutique, elle est à perte. Moi, je bosse mieux que toi. Laisse-moi 2 ans. Et si dans 2 ans, je la relève, tu me la vends. Après, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'optique. Il était pharmacien, il est toujours pharmacien. Donc, c'est vrai qu'il avait des magasins d'optique. Et c'est sûr que, voilà, quand t'es pas forcément du métier, tu le développes pas forcément de la même manière. Moi, c'est mon métier, je suis passionnée par ça et ça se sent. Justement, ça se sent. Et c'est vrai que c'est un domaine que je connais pas trop. Tu sais, l'opticien, moi, une fois, j'avais testé, je voulais avoir des lunettes un peu stylées. C'est pas bien, mais je voulais me les faire rembourser. Du coup, je suis allé faire un test. Bon, j'avais 10 et 10, quoi. Je dis, bon, je peux pas avoir de lunettes. Tant pis, je suis parti. Et même les gens que je connais qui ont des lunettes, c'est vraiment le côté pratique. Et toi, c'est pas du tout le côté pratique. C'est autre chose, ton concept. Et je voulais vraiment que tu nous l'expliques, parce que j'ai rien compris. Alors nous, c'est vrai qu'il y a 10 ans encore, porter une paire de lunettes, c'était franchement, t'avais limite la honte. Et aujourd'hui, on a réussi à transformer ça. Aujourd'hui, porter une paire de lunettes, ça fait partie de ton identité. Ça fait partie avec une paire de lunettes, on peut décrire ton caractère. Donc en fait, le but, c'est bien sûr de corriger, d'avoir la meilleure vue possible, la meilleure acuité visuelle, mais en respectant ta personnalité, en te trouvant la paire de lunettes parfaite. Celle qui ne va pas te déguiser, mais celle qui va sublimer ton regard. Justement, là, tu travailles vraiment sur le côté physique et apparence, quoi. Esthétique, du visagisme. C'est pas seulement... c'est ça. C'est ça, c'est du visagisme. Ok. C'est comme quand tu vas chez un coiffeur. Si le coiffeur, il est bon, il va te faire la coupe qui te correspond le mieux par rapport à la forme de ton visage. Par rapport... C'est exactement le même principe. Une paire de lunettes, tu en portes une, je peux te décrire. Ah ouais, sérieux? Exact. Putain, j'ai pas de paire de lunettes. Mais longtemps, on ira dans la rue une fois on ira dans la rue juste pour tester. Comme ça, on leur dira,
c'est la bonne paire de lunettes du coup, tu décris les elle gens, te correspond pas. Tu décris les gens avec leurs lunettes, quoi. C'est ça. En gros, tu vois à peu près. En fait, ça dépend. T'as des personnes qui vont porter des lunettes, par exemple, beaucoup plus présentes, assumées. Mais c'est parce que souvent, ils ont envie de montrer, voilà, qu'ils ont un caractère assumé. Ouais. Et t'as la personne qui va être toute discrète, qui va te porter une paire de lunettes, on la voit quasiment pas. Ok. Tu vois, les angles, pareil, les formes, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Une paire de lunettes, on l'a choisie en fonction, bien entendu, de ton ordonnance, de la correction, pour que ce soit esthétique, parce que si tu as une grosse correction, il ne faut pas partir sur une monture trop large. On l'a choisie en fonction de la forme de ton visage, de la taille, et on l'a choisie également en fonction de ton tempérament, de ton caractère, parce qu'elle doit te décrire, te correspondre. Justement, toi, tu es vraiment dans le petit détail et tout, et c'est ça qui est intéressant. C'est un marché qui est, alors je me suis renseigné, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Tu sais, on connaît des noms un petit peu dans la région, quoi, les noms connus, quoi, tu sais, qui passent à la télé. Atoll, les trucs connus, quoi, les trucs que tout le monde connaît. Mais j'étais sous Atoll, moi. Quand j'ai repris la boutique, c'était une boutique Atoll. J'ai dit au pif, hein, j'aurais pu dire autre chose, mais voilà. Et comment ça se fait que toi, tu t'es démarqué avec ton propre nom? C'est ça qui m'a fait tilt, parce que t'as pas cherché loin. T'as mis Céline Roland Lunetier. Et donc, ton propre blaze, tu l'as mis au haut de l'enseigne. Et comment on fait ça? Comment t'en es arrivé à là et tu t'en es sorti? Je pense qu'en fait, faut pas avoir peur d'assumer sa personnalité et en fait ses envies. Et moi, j'ai voulu créer mon enseigne parce qu'en fait, je me reconnaissais pas dans les enseignes qui existaient. Tout le monde vend du prix. Moins 40%. Donc en fait, les gens, ils achètent un prix dans les publicités, c'est ça. Moi, je vends pas un prix, je vends un look, une paire de lunettes avec lesquelles tu vas non seulement voir, mais c'est surtout la paire de lunettes qui va te correspondre. Et je défends vraiment ce concept-là. Et dans tout ce qui est... Alors là, on parle de correction et comme tu as dit, ordonnance, tout ça. Dès qu'on dit ordonnance, on rentre dans tout ce qui est assurance maladie et tout. Et... Alors, comment ça marche? On n'a pas le droit, entre guillemets, aux paires de luxe quand on a juste une ordonnance et une mutuelle normale. Comment ça se passe chez toi? Alors, nous, on fait le tiers payant. Donc, comme toutes les autres enseignes, on propose de faire le tiers payant pour que les clients n'avancent pas les frais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, chaque mutuelle a un forfait. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le panier A, le panier B. Alors, c'est un petit peu compliqué. Panier A, c'est des montures qui sont... 100% remboursé par la sécurité sociale. Ça, de toute manière, peu importe où vous allez, vous serez 100% remboursé. On en a aussi, mais par contre, il faut savoir que voilà, c'est un choix qui est restreint. La plupart, enfin, tout le temps d'ailleurs, c'est des montures qui sont fabriquées en Chine, hein, c'est du low cost. Et les verres, c'est pareil. C'est le même principe. Donc là, les verres, c'est en Chine aussi? Voilà. Ça, c'est du pas cher. C'est 100% remboursé. Ils ont lancé ça pour que tout le monde puisse avoir sa paire de lunettes remboursée intégralement. Et après, vous avez le panier B. Donc, c'est quand tu déroges au panier A, tu choisis une autre monture de marque. Mais après que la monture de marque, elle coûte 100 €, 200 €, 600 €, 1200 €, en fin de compte, de toute manière, la mutuelle, elle plafonne le remboursement de la monture. Généralement, tu es remboursé à 100 € seulement. Mais aujourd'hui, quand tu t'achètes une paire de lunettes, c'est comme si tu t'achètes... ça a changé, c'est comme si tu vas t'acheter une paire de baskets. Ouais, c'est ça. Ou un accessoire, une veste. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que sinon, le prix, on ne le comprend pas. C'est ça. Après, au niveau des verres, que tu ailles chez moi ou chez un autre opticien, c'est pareil. Tu es remboursé de la même manière aussi. On travaille du verrier français. Voilà. Ouais, donc le verre, finalement, le verre, c'est du correctif, en tout cas. Et là, tu vas le placer sur des montures. Et il faut justement avoir le goût de ce truc-là. Par exemple, quand tu prends une paire de Cartier ou autre, forcément, en termes de prix, on explose. On a ce remboursement de mutuelle. Voilà, mais tu peux pas demander à la mutuelle de te rembourser une monture Cartier. Oui, voilà. Est-ce que demain, tu vas... C'est un bijou. Ouais, c'est ça, exactement. Demain, tu vas dans une bijouterie, t'es pas remboursé de ton bijou. Exactement. C'est la même chose. Voilà. C'est sûr qu'il y a eu certainement des abus chez certains opticiens, mais à un moment donné, il faut revenir à la réalité. C'est normal de payer une partie de ces lunettes quand tu t'offres un bijou. Alors justement, quel type de client tu vises? Parce que comme dit, ceux qui veulent juste une paire pour lire le livre le soir ou corriger un petit peu la vue, c'est peut-être pas eux que tu vises. Ah si, je vise tout le monde. Moi, j'aime conseiller et tout le monde a le droit à mes conseils. Peu importe le budget. On a des montures lookées, stylées à 50 €.
en boutique. C'est pas parce qu'on dit Céline Roland, opticien lunetier, que c'est forcément tu sors avec une paire de lunettes à 3 000 €. Ok, ouais. Parce que quand je vois sur internet, c'est lunetterie de luxe, machin, que t'as percé dans le domaine, on se dit bon, c'est même pas la peine d'y aller parce que de toute façon, on sera pas dans le budget. Je pense que c'est un service de luxe, mais qui peut être offert à tous. Aujourd'hui, dans tous les métiers, le plus important, c'est le service. Et moi, ce qui compte, c'est que mon client, il ressorte satisfait, qu'il soit bien conseillé. Mais qu'il ait 100 € de budget ou 600 € de budget, chez moi, il sera reçu de la même manière. Ok, donc ça, c'est vraiment le mindset que tu as dans ton business. Et je pense que c'est peut-être comme ça que tu fais la différence dans ce secteur concurrentiel. Ah oui, je pense que le service est très important au sein de mes boutiques. Là, je voulais voir avec toi, dans 2018, je vois sur Internet que tu as fait une sorte d'expansion un peu digitale. Tu t'es lancé, tu as fait un site Internet peut-être, ou tu as voulu vraiment t'étendre ailleurs que dans la région où tu étais né. Ouais. Comment ça s'est passé ça ? Alors en fait, j'avais beaucoup de personnes qui commençaient à faire 2 heures de route, 3 heures de route pour venir à Riedisheim. Je trouvais ça incroyable. Pour te rencontrer. Pour venir faire la paire de lunettes, tu vois, le bouche à oreille, le conseil, les clients satisfaits, et du coup, ils venaient de loin. Et là, je me suis dit, il y a quand même une réelle demande. On va y répondre. Pourquoi pas se lancer dans le digital ? Et je pense vraiment l'avoir fait au bon moment. Donc j'ai créé mon site internet. J'ai créé le site internet, un autre business. Et encore une fois, j'ai commencé dans ma cave. Faut quand même le savoir. Dans ta cave ? Ouais, je te promets. J'ai commencé, j'ai aménagé le sous-sol chez moi parce que j'avais pas forcément les moyens directs de prendre des locaux pour le site internet. Et à Riedisheim, on n'avait pas forcément la place. Donc du coup, je me suis installé un ordi, voilà. Et on a commencé. Je me suis fait un petit bureau, tout ça. Ouais. Et on a commencé à travailler comme ça. Sur internet. Sur internet, à créer de la vente en ligne. Et après, c'est vrai que ça a été très rapidement un succès. T'avais une petite équipe quand même ou... J'ai commencé seule et très vite, j'ai pris une employée que j'avais au sein de la boutique. Je me suis dit, vas-y, j'ai besoin de renfort. Et après, petit à petit, on a grossi. Et c'est vrai que l'année 2024, ça a été vraiment l'explosion. Et là, du coup, on est une team quand même de 35 personnes. Justement, c'est ce que j'ai vu aussi sur Internet. Tout ce qui est un peu croissant sur Internet, à l'époque, toi, tu t'es lancé. Il y avait cette mode aussi où tout le monde faisait du dropshipping, des trucs, tout le monde vendait tout et n'importe quoi sur Internet. Comment t'as fait ? Est-ce que t'as eu des obstacles là-dessus ou tout de suite ça a marché, les gens ont compris que t'étais quelqu'un de confiance et que là, c'était pas des produits dropshipping, quoi. Là, alors, on est sur un vrai site avec des vrais trucs. Non, mais c'est très important d'en parler. Ouais. Céline Roland, opticien lunetier, c'est synonyme d'authenticité et de traçabilité. C'est deux mots qui sont essentiels parce qu'il y a énormément de contrefaçons vendues en ligne. Et moi, je suis formellement contre. Toutes nos lunettes proviennent des fournisseurs officiels. Tout est tracé. Il y a des numéros de série. Et je pense qu'on est reconnu pour ça. Et que ça fait la différence. Dropshipping, tous ces trucs. J'allais te demander justement. Je maîtrise tout. C'est-à-dire que j'ai mon centre logistique, j'ai mon pôle communication, j'ai les webmasters, j'ai le service client. C'est moi, aujourd'hui, qui gère tout en interne. Tant que je peux le garder en interne, je le garderai parce qu'au moins, j'ai la maîtrise. Tout ce qui est délire un petit peu dropshipping et un peu contrefaçon. On sait qu'il y a des pays un petit peu, tu sais, quand tu pars en vacances, il y a des lunettes et tout, tu sais, des fakes, des montures fake et tout, 10-15 balles, t'as des trucs Cartier, Gucci, à l'époque, c'était des trucs Carrera, je sais pas si tu t'en souviens. C'est mes potes qui me disent, regarde, j'ai trouvé les mêmes voilà, c'est ça. 10 fois moins cher. Exactement, c'est ça. Comment on fait pour reconnaître ? Ah ben on le voit quand même. Non mais alors déjà le prix. La première chose c'est déjà le prix. Oui, le prix. Ensuite, on sait. Le prix, il m'est arrivé une anecdote, je la raconte vite. Ouais. J'avais nous on vend donc on est dépositaire de la marque Cartier et figure-toi qu'il y a un client. Donc on lui a envoyé la vraie Cartier, il nous a renvoyé une fausse pensant qu'on allait le rembourser et qu'on était Amazon, tu vois, genre on vérifie pas les colis. Donc du coup, c'est pour te dire qu'on les a quand même comparés et il faut quand même dire une chose, c'est que même en termes de contrefaçon, ils s'améliorent. Ça veut dire que les contrefaçons sont quand même bien faites. Il faut faire très attention. Il faut vérifier là où vous achetez vos lunettes. C'est vrai que les sites de seconde main, tout ça, méfiez-vous. Il y a énormément de contrefaçons qui sont vendues. Alors, ça, déjà, il faut la norme CE. C'est obligatoire pour vendre ici en Union européenne. C'est la base. Si vous voulez des verres qui vous protègent, parce que acheter de la contrefaçon, il y a quand même aussi un danger. C'est que les verres ne vous protègent pas. Ouais, mais c'est juste, c'est des lunettes de soleil, mais on ne sait pas ce que. Mais il n'y a pas de protection contre les UV. Si ça se trouve, il n'y a rien. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est très dangereux. Après, les matériaux, elle est souvent plus légère parce que tu as moins de matière, ça coûte moins cher à fabriquer. La taille, souvent, elle n'est pas respectée. C'est ce qu'on avait constaté ce jour-là.
voilà, moi je suis anti-contrefaçon. Mais justement, là t'as parlé de sites de seconde main, tout ça. J'aime bien donner les blazes. Le Bon Coin, Vinted et compagnie. Ouais. Tu sais, t'as des trucs genre vendus avec neuf, avec étiquette, machin et tout. Je sais que ma soeur, des fois, tu sais, elle va des trucs, elle achète des machins et tout. Je dis, franchement, j'aime pas ça parce que. Non, pas les lunettes. Ça reste quand même du médical. Moi, je vous déconseille. Et d'autant plus que je lance dans 1 mois le site de seconde main spécialisé justement dans la revente de lunettes. Donc, vous pourrez vendre désormais toutes vos anciennes paires. Ça vient aussi d'une demande étant donné que les clients viennent et me disent qu'est-ce qu'on fait de nos anciennes paires de lunettes. À partir d'aujourd'hui, plutôt que de les donner, qu'on les envoie partout dans le monde et on ne sait jamais si elles arrivent, vous allez pouvoir les revendre, vous faire de l'argent. Et si vous voulez acheter des lunettes de seconde main, vous pourrez nous faire confiance parce que toutes les paires seront tracées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une paire qui est livrée. Ça ne sera pas comme Vinted où ça part du vendeur à l'acheteur. Ça passe par chez nous. Et j'insisterai, peut-être qu'on perdra 2 jours de livraison, c'est pas grave, mais au moins ça sera contrôlé, vérifié. Par des professionnels comme toi, par des professionnels, on a les numéros de série, on est agréé, donc nous on peut appeler directement la marque, on peut tracer toute la paire de lunettes et savoir où elle a été achetée, par qui au départ. Ok, donc traçabilité à ce niveau-là quand même, tu peux savoir où est-ce qu'elle sort, etc. Donc ça c'est bien parce que franchement moi j'y me connais pas, tu sais, des fois on me montre une paire de lunettes, bon je regarde, je fais bon. Okay. Après, de plus en plus, beaucoup de marques développent des puces en fait qui mettent à l'intérieur des paires de lunettes et du coup il y a vraiment de plus en plus de traçabilité. Les marques elles-mêmes essayent d'aller contre la contrefaçon. Contre la contrefaçon. Je vois dans un second temps, tu as ouvert une boutique en 2022. Tu avais une boutique en 2013, et tu en ouvres une autre du coup en 2022, bien après cette histoire de site internet et de digitalisation. Il me fallait un centre-ville. En fait, il me manquait... Mon but, c'était d'être dépositaire de toutes les marques. Je me suis dit, je vais être opticienne dépositaire de toutes les marques. Alors ça veut dire quoi, dépositaire de toutes les marques ? Il faut savoir que c'est très difficile. C'est pas parce que tu ouvres un magasin d'optique demain que tu vas être dépositaire Dior, Céline, Cartier. Au contraire, quand tu as déjà des dépositaires dans les villes, c'est très compliqué de le devenir. Puisque la carte, si tu veux, elle est prise. C'est un peu comme le champagne, le vin. Tout le monde ne peut pas vendre du champagne Ruinart. Faut être dépositaire agréé par la marque. Et tu as un nombre de dépositaires limité. Ah ok, donc, et du coup quand tu vois les gros trucs d'habitude là, Atoll et compagnie, quand ils ont pas toutes les marques. Ils n'ont pas toutes les marques, non. Nous, notre force aussi, c'est d'être dépositaire de la majorité des grandes marques. Et ça, c'est une force. Le client, peu importe ce qu'il souhaite, on peut lui avoir. Parce que souvent, dans des boutiques un peu pour tout le monde, les peu de fois où je suis allé, ils n'avaient pas des marques comme toi t'as. Tu sais, genre Dior, Cartier et tout. Genre tu vois, 1 ou 2 références des fois, des trucs, mais pas... Nous, notre force, c'est le choix. Quand le client, il vient, ce qui est important pour moi, c'est qu'il ait le choix entre les modèles et les couleurs. Je vais te donner un exemple. Mon fils, je veux lui acheter une paire de baskets. Il n'y a rien de pire. Quand je vais dans les boutiques, en fait, j'arrive, soit il n'y a pas sa taille, soit j'ai le choix entre 2 couleurs. Super. Alors que si ça se trouve, j'aurais peut-être acheté même 3 paires. Différentes. Mais en fin de compte, le problème aujourd'hui, c'est le stock dans les points de vente physiques. Et moi, je me bats pour ça, pour pouvoir proposer un large choix à mes clients. Et cette boutique, du coup, de 2022 à Mulhouse, l'intérêt, c'était du coup d'avoir du centre-ville. Centre-ville, pourquoi ? Parce que certaines marques ne voulaient pas, et je les comprends, être en centre commercial. Donc on me disait, Céline, ouvre un centre-ville, je t'ouvre la marque directe. Mais je peux pas te mettre dépositaire de cette marque parce que tu es en centre commercial face aux caisses. La marque elle-même, il y a un vrai audit, n'acceptera pas. Donc du coup, on a ouvert Mulhouse, on a eu les autres marques qui me manquaient. Et après, je suis heureuse d'être présente sur cette ville qui se développe quand même beaucoup. Les marques, elles ont un certain standing à respecter, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que si tu es dans un centre commercial un peu low cost, quoi, y a certaines marques qui te disent non, je veux pas être là. C'est même pas low cost. Hein. C'est parce qu'encore, moi, le centre commercial, là où je suis, c'est quand même assez... Tu l'as dit tout à l'heure. C'est quand même un Riedisheim. Ça reste quand même une classe qui est quand même, tu vois... je me fie toujours au prix de l'immobilier. Et le prix de l'immobilier est assez élevé à Riedisheim. Donc, c'est pas du low cost, mais... C'est le centre commercial tout court. T'as certaines marques qui n'aiment pas. Tu verras jamais une boutique, je te donne l'exemple maintenant, Louis Vuitton ou Dior, en fait. J'allais dire ça. Voilà. En fait, des fois, ils sont... Alors, peut-être c'est Paris. Quand tu vas dans certains centres commerciaux à Paris, les marques de luxe, elles y sont.
Ouais, mais c'est des chez nous, centres commerciaux des Galeries Lafayette, du Printemps, des ouais, choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est différent. Donc ça, ils acceptent, mais Ouais. par contre, pour les lunettes, faut pas être en... Un supermarché, c'est... Ouais. En moyen. face... non, mais des sacs poubelles et... Ouais, c'est tu ça. vois, du fromage, bon. Non, ça marche pas. Du coup, pour avoir des marques de luxe, des montures de luxe, il faut être de préférence en centre-ville. En centre-ville, Donc, c'est ça. du coup, le choix, il s'est porté à ce niveau-là. Et là, du coup, c'était que, entre guillemets, ta deuxième boutique? C'est que ma deuxième boutique, ouais. Ok. Mais elle a été le lancement aussi dans ma réflexion de mes franchises. C'est-à-dire que depuis, j'ai lancé la franchise pour laisser l'opportunité aux opticiens ou aux investisseurs qui ont la même vision du business et du métier que moi, de pouvoir lancer leur boutique Céline Roland. La première va ouvrir à Colmar, d'ailleurs, dans 3 mois. Ça me permet d'avoir un concept, tu vois, et de le dupliquer. Donc, c'est un peu le magasin pilote. Et non, elle ne sera pas à moi. Ce sont 2 employés à moi. Ok. Donc, qui ont évolué au sein de ma société. Et c'est une grande fierté pour moi de me dire qu'elle croit vraiment en la société et qu'aujourd'hui, c'est elle qui lance la première franchise sur Colmar. Ok. Le début d'une belle série. Parce que tout ce qui est franchise, on a l'habitude, entre guillemets, alors pour prendre l'exemple le plus simple du monde, franchise McDo, Quick, tous les trucs de bouffe, quoi. Ça, c'est facile. Mais ta franchise à toi, comment on fait? Moi, par exemple, je peux pas. Je suis ni opticien, ni rien du tout, donc... Alors, si un investisseur peut... en fait, pour ouvrir un point de vente d'optique, tu peux, mais tu dois avoir des opticiens diplômés qui travaillent dedans pour pouvoir effectuer une vente d'un équipement correcteur. Là, tu es obligé d'avoir des opticiens qui couvrent la plage horaire, mais toi, en tant que gérant ou actionnaire, tu n'es pas obligé d'être diplômé. Ok, donc là et t'ouvres ça dès maintenant, là, dès le jour du tournage, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes. Comment on fait? Tout à fait. Bah, sur notre site internet, on peut mettre le lien le site, d'ailleurs. Ouais, exactement. Tu vas dans la rubrique devenir franchisé et il y a toutes les informations. Pour devenir franchisé. Voilà. Après, j'ai des villes de préférence pour les premières ouvertures parce que ma stratégie n'est pas d'ouvrir 200 points de vente en France. C'est vraiment d'ouvrir dans certaines villes stratégiques où on a réellement de la demande. Voilà. Mais tu m'as parlé un petit peu de ta vision business et tu voudrais que dans l'idéal, les gens qui ont un point de vente Céline Roland, il faut qu'ils aient un peu la même vision que toi. C'est quoi cette vision? Autre que du service que tu nous as parlé, qu'est-ce qu'il faut que ça matche Alors, je reviens quand même sur le service parce que pour moi, ce qui manque aujourd'hui, notamment en France, dans tous les métiers, il y a de moins en moins de services. Dans tous les métiers, hein, pas que dans le métier de l'optique. Donc pour moi, déjà, partager cette vision-là sur le service, c'est la base. Et après, c'est un concept. Voilà, on ne vend pas un prix, on vend un équipement, des lunettes, du visagisme, des conseils. C'est sûr qu'il faut partager un minimum ma vision. Tout le monde ne voit pas forcément le métier d'opticien comme moi. Ouais. Il y en a d'autres qui vont le voir et je ne critique pas. Optical Center, leur concept, c'est moins 40%. Et t'en as d'autres qui vont préférer ouvrir un concept à moins 40% parce que c'est notre vision des choses. Parce que moi, je valorise le produit, le service, mon client. J'avais vu un podcast d'un mec qui, je sais pas si tu connais, il s'appelle Hakim Ben Othman. C'est un mec qui avait lancé la franchise Nabab Kebab là, dans la France entière. Il disait qu'en gros, là, actuellement en France, sur les podcasts américains, ils disent à peu près la même chose. On peut se lancer dans quasiment n'importe quel domaine, faire de la qualité, et on se démarquerait. Est-ce que là, ce que tu me dis, ça rejoint un peu ce point-là, c'est qu'en fait, on manque de qualité. On manque pas d'opticien ou de lunetier ou quoi. Ah non. On manque de qualité de service. Exactement. Je suis 100% d'accord avec lui. Ouais, donc et là, quand tu fais un métier avec passion, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je crois que c'est encore plus important ton mindset, la manière dont tu penses, que tes études, ta qualification. Je pense que je vais plus embaucher quelqu'un qui a un bon mindset et qui a envie d'aller loin que quelqu'un en fait qui est diplômé Bac+5, mais c'est pas parce que tu es diplômé Bac+5 que tu vas être bon. Que tu es meilleur, ouais. C'est là où je voulais vraiment te poser cette question-là parce qu'il faut qu'on... Enfin, moi, j'aime bien mettre des mots là où les gens, ils osent pas trop le dire. T'es une femme, t'étais jeune, et tu t'es lancé dans un monde que tout le monde décrit comme un monde de requins.
Quand je regarde le domaine un peu entrepreneuriat, les Anthony Bourbon, les mecs qui ont réussi et tout, que je suis, je regarde comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils disent. J'ai l'impression que tous les mecs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ils disent la même chose. Et là, je reviens sur toi parce que moi, j'étais intéressé par ton profil féminin. Est-ce que toi, tu as eu des freins quand tu as commencé? Parce que comme tu as dit, tu avais 18 ans quand tu sors du lycée, tu fais tes études, tu en as peut-être 20, 21. Et là, tu lances ta boutique, tu n'as même pas 22, 23 ans. Est-ce que tu as eu des freins, des trucs qui t'ont saoulé, qui t'ont dit, punaise, moi, pourquoi pas moi? Pourquoi on m'empêche? Est-ce que tu t'es senti un peu inférieur, entre guillemets, et tu t'es dit, punaise, moi, on me freine parce que je suis une femme, on me freine parce que ceci, cela? Ouais. Ouais, là, on a cassé les bonbons. Waouh. Ouais, ça me replonge des années en arrière. Ça, c'est intéressant parce que j'aime bien inspirer. S'il y a d'autres femmes qui te regardent, parce que moi, je me suis dit, punaise, franchement, j'ai vu les trucs, on en parlera après, mais les marques de luxe, j'ai vu les journaux et tout. Il faut jamais écouter personne. On n'écoute ni sa famille, on n'écoute ni ses amis, parce que la plupart du temps, déjà, les amis, c'est les premiers à être pas du tout bienveillants. Sa famille, ils veulent te protéger, donc de toute façon, ils ont peur pour toi. Ouais. Faut s'écouter soi-même. Il faut persévérer, être déterminé et ne jamais abandonner. Et je pense que c'est que comme ça que tu peux réussir et aller loin. Des obstacles, c'est normal. Dans un parcours professionnel, si t'en as pas, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est ce qui te permet de réussir, c'est d'en avoir. Donc, faut pas avoir peur, même si ça s'enchaîne, c'est comme ça, c'est qu'il fallait que ça arrive. Je crois beaucoup au destin, moi, et je suis persuadée qu'il y a rien qui arrive par hasard. Donc, même si t'as un obstacle, moi, j'en ai mangé, parce que j'étais une femme. C'est quand même un milieu où les dirigeants sont majoritairement des hommes à l'époque, quand moi, je me lance. En plus âgés. Donc non seulement j'avais la jeunesse, mais elle veut quoi en fait cette jeune? Elle débarque, ces trucs. Non, bien sûr que j'étais prise de haut. Une femme, ouais, si. Mais justement. La Barbie, en plus, de par le physique, c'était compliqué, ouais. Mais en fait, j'ai fait mes preuves, hein, j'ai fait abstraction de tout ça. Et je crois qu'en fait, dans la réussite, t'as pas le choix. Faut en avoir rien à tirer de ce qu'on pense de toi. Continue à parler, pendant que vous parlez, moi j'avance. Tu vois? Et c'est ça qui t'a aidé à... Non, je pense qu'il faut avoir quand même une personnalité forte, parce que je te dis pas, hein, il y a des fois où je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, j'arrête tout, c'est bon, j'arrête. Lendemain matin, je me réveille, c'est vas-y, démarrage encore plus fort, qu'est-ce qu'il y a, t'arrêtes. Tu sais, t'as deux voix. Ouais, oui. Non, faut persévérer. Mais oui, j'ai eu des freins. Tout le monde a des freins. Je rebondis justement sur ça, parce que des fois, il y en a qui disent que le but du privilège, un petit peu, ça t'aide. On va pas se mentir, t'es une jolie femme. Est-ce que t'as eu des remarques, des trucs où, tu sais, comme t'as dit, les grands patrons, ils sont un peu plus âgés, ils disent, bah attends, c'est bon, elle... Alors, si je peux dire quelque chose, si j'en suis là où je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon tempérament, je n'ai jamais mélangé ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Bien sûr que j'ai eu des avances de certains qui étaient dirigeants, PDG, enfin voilà, bien sûr j'en ai eu, mais je n'ai jamais mélangé. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis respectée. Justement, on ne pourra pas dire elle a réussi grâce à son physique, pas du tout. Oui, ok, je suis comme je suis, hein. Merci à mes parents. Voilà. Mais comment on gère ça? Parce que on voit dans des films, dans des trucs où on se rend même compte dans le domaine de l'entreprise qu'on voit des femmes des fois qui ont progressé, et tu sais, les bruits de couloir. Ouais, elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a cette place. Moi, on peut pas me dire il n'y a pas de bruit de couloir. Il n'y a pas d'histoire. Pas du tout. Il y a zéro histoire à raconter. Donc tout ce que tu as fait depuis ton plus jeune âge. J'ai été carrée. C'est ma force, c'est d'être loyale et d'être carrée. Je pense que c'est deux. C'est un peu ça le secret. C'est le secret. Faut jamais mélanger. C'est mauvais ça. C'est mauvais. Très mauvais. Parce qu'un jour ou l'autre, ça sort. Bah, oui, déjà, d'ailleurs, déjà ça. Quand t'es pas correct, de toute manière, et c'est par exemple le monde des politiques, hein, souvent t'as des scandales qui sortent. 2, 3, 10 ans après, ça ressort. Non, ça risque pas là. Il n'y a pas de délire. C'est ça qui est bien. Ouais. Et du coup, c'est vrai que parfois, les femmes, on peut les dénigrer, ou voilà. Mais toi, ce qui t'a aidé, c'était ça. C'était de garder un cap. Mais moi, en fait, comme c'est vrai que t'avais beaucoup d'hommes, et en fait, ils me sous-estimaient. Erreur fatale. Erreur fatale, parce qu'en fait, j'ai pu me faufiler, tu vois. Je les ai laissés croire. Moi, je me suis jamais concentrée sur la concurrence. Pour moi, ma concurrence, c'est moi-même. Et en fait, l'essentiel, c'est de faire toujours mieux
que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que demain, je dois être mieux qu'hier. Ça, c'est mon mindset à moi. Et je vais pas me concentrer comment nuire à la concurrence. C'est pas mon job. Mon job, c'est d'être meilleur demain par rapport à hier. Et comme ça, tu avances positivement. Faut pas se concentrer sur les autres. C'est bien, tout le monde a le droit de réussir. Et d'ailleurs, il y a du travail pour tout le monde. C'est bien pour ça qu'il y a plein d'opticiens. Il en faut. Bah, exactement. Ah oui. C'est ça le truc. Et c'est vrai que là, tu rejoins beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça, que si on commence à se focaliser sur les autres, ce que font les autres et comment faire pour qu'ils réussissent pas, on n'arrive pas à avancer. J'ai eu des problèmes avec un concurrent à Mulhouse qui a beaucoup de magasins. Mais tu sais, quand tu commences à déranger, franchement, il faut se dire, c'est cool. Hein. T'es sur la bonne voie. Bah oui, t'es vraiment. Et comment t'as géré ça, ce truc-là, cette anecdote? On a essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Ouais, plusieurs fois. Pour pas que t'ouvres? Alors, pour pas que j'ouvre, pour pas que j'ai les marques. Mais j'ai toujours été maligne et j'ai toujours eu... En fait, je suis authentique. Je suis une personne vraiment authentique. Et je fais pas semblant. J'ai toujours été hyper correcte dans le business avec les représentants des marques, avec les directeurs des marques. Et je pense que ça, c'est une force aussi. Bah justement, en parlant de marques, là, je revenais du coup sur toutes les collaborations que tu as. J'ai regardé sur Internet, tu as plus de 120 marques de luxe. Ouais. C'est à peu près ça? Ouais, c'est à peu près ça. Avec à peu près 25 000 références. Ouais, minimum. Minimum. Mais comment t'as fait, entre guillemets, ok, t'as eu un mindset et tout, tu commences, là ça fait, on va dire quoi, 10-15 ans que t'es dans le milieu? À peu près? Oui, un peu plus de 10 ans. Attends, j'avais quel âge? C'était 2013, donc ouais, un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Que je me suis lancée, mais 14 ans que je suis dans l'optique. Et là, aujourd'hui, je vois que tu as des marques, je vais en citer quelques-unes, Cartier, Dior, Gucci, Fred. Il y a des marques que je connais même pas, John Dahlia, Dita, Chopard, je connais un peu, et bien d'autres. C'est quoi bien d'autres? Et comment tu as fait pour avoir ces marques-là dans ton, entre guillemets, portefeuille, comme on dit? On a donc, tu as les marques couturiers, donc tu as tout ce qui est Dior, Gucci, toutes ces marques-là. Et après, tu as aussi les marques créateurs. Tu vas avoir du Matsuda, Masunaga, c'est de la fabrication japonaise, c'est des très beaux matériaux, c'est différent. Il en faut pour tous les goûts. Je me suis rapprochée toujours des marques en fait pour devenir dépositaire en leur expliquant voilà pourquoi j'étais intéressée de vendre leur marque. Donc je réfléchissais toujours avant en fait. Non, c'est pas que je réfléchissais, je me renseignais toujours sur la marque, sur ce qu'elle pouvait m'apporter en boutique. Et après, je les contactais. Mais en fait, maintenant, la tendance, elle s'est inversée. C'est-à-dire qu'avant, c'est moi qui allais vers les marques. Et aujourd'hui, c'est les marques qui viennent vers moi pour qu'on distribue leurs marques. Alors, quelle sorte de marques viennent vers toi? Parce que tu as quasiment tout. Okay. Est-ce qu'il y a encore des marques? Non, mais tu as toujours des petites marques qui, si tu veux, qui naissent, des créateurs qui se lancent. Et moi, je trouve ça justement bien de pouvoir les aider à se lancer. C'est pas parce qu'une marque, elle est petite aujourd'hui qu'elle sera pas grande demain. Tout le monde a débuté, en fait. Ouais, justement. Et là, je vois sur Internet que tu as récemment, du coup, collaboré avec une marque qui s'appelle Ophi. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que cette marque? Je connais pas du tout. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est pas connue? Ophi, il est italien. Je l'avais rencontré d'ailleurs. Alors Ophi, c'est un mec ou j'ai pas compris? C'est le propriétaire, oui, le designer de la marque. Okay. C'est Ophi, tout à fait. Ok. Et là, c'est une collection 2024, du coup, très récent. Il a lancé sa collection il y a quelques années. Donc, je l'ai rencontré récemment à Paris. C'est une collection, voilà, avec un design assez assumé. Ouais. Et c'est sympa. C'est très sympa comme marque. Je les invite à aller voir les collections, la marque Ophi, OPHY, à aller découvrir toute la collection qui est en ligne. Est-ce qu'il y a une marque du coup que tu préfères? Là, on a je vais montrer après, mais on a des boîtes Cartier. Mais est-ce que tu as une marque que tu préfères ou tu as une préférence ou une marque que tu préfères travailler? Non, je pense pas que je dirais que j'ai une marque que je préfère forcément. Je pense qu'en fait, ça va dépendre de l'outfit du jour, tu vois. Ouais. Chaque jour, tu vois, tu prends la paire de lunettes qui correspond à ta tenue, à ton mindset du jour. Mais après, si, il y a des marques que j'aime beaucoup. J'aime que tu disais que tu ne connaissais pas la marque John Dahlia. Ouais, je connais John, pas qui est... il a lancé sa marque il y a quelques années. Et franchement, c'est canon. Bah justement, mais je connais pas parce que je suis nul à ça, mais je connais vraiment les gros trucs. Il y a encore. Et on lance une édition justement avec John Dahlia, une édition limitée
en collab Céline Roland. Donc, il sera disponible à partir du mois de mai. Ah, ça tue. Ouais. C'est une grande marque portée par beaucoup de présentateurs télé, footballeurs, beaucoup de célébrités. Ah ouais, ok. Franchement, justement, je connais pas du tout, mais je rebondis sur cette question de célébrité parce que j'ai vu que tu allais au Festival de Cannes. Tout à fait. Et c'est quoi cette histoire? Parce que j'ai vu que Adriana Carambeu. Et justement, j'avais ce blaze. Je vois Adriana Carambeu, tu l'as rencontrée, Festival de Cannes. Je dis, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Je vais conseiller sa paire de lunettes qu'elle a portée justement pour monter les marches. Tout à fait. Et du coup, en gros, c'est sur ton rendez-vous, ton conseil, qu'elle a choisi sa paire de lunettes. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, c'est quoi le... comment ça se passe? C'est elle qui t'a appelé? Comme une cliente normale. C'est elle qui est venue te contacter. C'est comme une cliente normale, en fait. Tu la conseilles de la même manière. Ouais. Elle est très gentille. Voilà, après, j'en ai conseillé d'autres. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on communique beaucoup moins parce que, en fait, le vrai service, c'est pas forcément de les afficher. T'affiches pas tes clients. Ils n'ont pas envie d'être affichés. Oui, aujourd'hui, il y a plein de célébrités que je conseille, mais tu fais plus de gros plans sur eux et j'ai plus besoin aujourd'hui de montrer, de dire voilà, j'ai conseillé cette personne pour être crédible. Ah non, c'est même pas pour être crédible, c'est que je pense que c'est, entre guillemets, c'est vendeur, quoi. Ouais, mais les gens, tu vois, les gens, ils n'ont pas envie d'être affichés. De moins en moins. Les vraies célébrités, ils n'ont pas envie. On parle pas des influenceurs, on parle vraiment des vraies célébrités. Et cette histoire d'influenceurs, t'en as ou comment ça se passe? J'ai forcément des influenceurs, hein. J'ai rien contre l'influence quand elle est bien faite, parce que c'est sûr que non, c'est mal fait. C'est très, ça a été un tabou ces dernières années. Après, mine de rien, quand ils portent les paires de lunettes, on peut dire ce qu'on a envie, on peut les critiquer autant qu'on peut les adorer. Ça vend quand même. Justement, c'est quand même quand ils les portent qu'après derrière, il y en a plein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'identifient en fait à ces gens. Est-ce que toi tu profites de ça? C'est-à-dire que si par exemple, admettons, est-ce que tu peux nous citer d'autres blazes par exemple? Mais moi je fais pas de collaboration avec des gens, c'est-à-dire je vais pas payer quelqu'un pour porter des lunettes pour vendre. Ouais. Par contre, j'ai des influenceurs qui m'écrivent et qui me disent voilà, je suis tombée sur votre site internet, comment est-ce que j'ai le droit de faire une publicité? Est-ce que c'est tourné dans l'autre sens, quoi? C'est eux qui viennent vers moi, mais je ne payerai jamais pour faire porter mes lunettes. Ouais, aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. Parce qu'ils ont pris entre guillemets un petit coup là, avec l'histoire qu'il y a eu, Booba et compagnie. C'est vrai que les influenceurs, ils ont l'habitude, forcément, c'est vrai que ça cartonnait à un moment donné. Hein. Moi, j'ai des amies qui sont elles-mêmes influenceuses, donc je vais pas critiquer ce métier. Quand c'est bien fait, il y en a quand même qui le font bien, ce travail. Oui, bien sûr, justement. Justement, c'est bien fait, mais c'est vrai que ils prennent pas trop de risques en fait à te conseiller entre guillemets, parce que derrière tu vends pas de fake. Non, moi c'est sûr qu'ils peuvent me conseiller, mais après là où moi je prends un risque, c'est quand derrière ils vont conseiller des produits intimes ou des choses comme ça. Ouais. Je peux pas afficher ma marque et derrière ils vont, tu vois, c'est t'es obligé de choisir un peu quand même. Ouais, il faut quand même que ce soit trié. Et alors. Les personnalités qui font appel à tes services, c'est encore une fois pour ton service et pour ton conseil, ils ont d'autres objectifs? Gagner des lunettes gratuites, par exemple? Non, c'est surtout pour le conseil, ouais. Et alors, du coup, je me déplace souvent, je suis souvent amenée à être sur Paris ou dans le sud de la France. Mais il n'y a pas ce but un peu pécunier, quoi. C'est en gros de gratter une paire de lunettes. Je crois pas qu'aujourd'hui, il y a d'autres opticiens qui sont bien pour ça sur Paris. Et qui sont réputés pour offrir les paires de lunettes. Est-ce que, alors pour le côté un petit peu, ton rôle de femme dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de prouver plus que les autres pour essayer de te démarquer? Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que ta famille t'a aidé? Est-ce que tu étais dans ce domaine parce que tu es super passionné par ce que tu fais? Est-ce que ça vient de tes parents? C'est souvent les entrepreneurs, c'est de père en fils limite? Alors, je suis une personne très reconnaissante et c'est vrai que je suis toute seule dans le domaine de l'optique. Par contre, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que mes parents ont eu plusieurs entreprises dans différents domaines. Donc, j'ai vu les choses... les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses plus compliquées, hein, parce que être entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Donc, le fait d'avoir baigné dans l'entrepreneuriat, ça m'a quand même aidé dans mon expérience de manager
Et pour me lancer, oui, j'ai peut-être moins eu peur de me lancer parce que je l'ai connu en étant fille d'entrepreneur. Par contre, non, dans l'optique, j'ai vraiment fait ce métier justement pour prouver que j'y arriverais toute seule. Parce que j'avais pas envie d'être la fille d'eux, mais j'avais envie d'être Céline Roland. Tu vois, j'avais envie d'être moi. Donc oui, je me suis lancée dans un métier qui était inconnu pour ma famille. Par contre, je suis très reconnaissante parce que forcément, tu ouvres ton magasin, tes parents, ils vont forcément être derrière toi, te soutenir. Mon frère aussi, mes amis, à me ramener du monde, à dire voilà, va chez cette opticienne. Au début, forcément, ils m'ont aidée dans le relationnel. Mais pas financièrement, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, c'est ce qu'ils disent. Rares sont les entrepreneurs qui commencent vraiment de zéro. Ils ont toujours un petit coup de pouce, un petit 50 000 qui traîne, un petit chèque ou une petite caution, j'en sais rien. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir ma petite bonne étoile. C'est l'ancien propriétaire qui m'a laissé 2 ans. Chacun a une bonne étoile. Mais justement là, ce deal, il est vraiment incroyable. Et le fait de m'avoir laissé 2 ans pour payer l'entreprise, j'ai pu montrer ce que je valais aux banques, et à ce moment-là, j'ai décroché le prêt. Ce deal, franchement, c'est pas la première fois que j'entends parler, mais c'est vrai que ce genre de deal, c'est assez rare d'obtenir, quoi. Mais par contre, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis très reconnaissante, et c'est vrai que j'aurais envie d'aider certains jeunes. Bah justement, est-ce que tu le fais ça, par exemple? Est-ce que y en a qui, tu sais, un peu le give back, ils appellent ça, quand quelqu'un, un entrepreneur réussit et il arrive à faire quelque chose, derrière, il essaie d'en aider d'autres, même si parfois ça se retourne contre eux, mais est-ce que toi, t'es dans cette optique-là maintenant? Moi, je pense que j'ai ce mindset-là, de me dire, moi, on m'a donné l'opportunité de me lancer, j'ai fait mes preuves, je pense que ça viendra, où je permettrai aussi à des jeunes de se lancer. Dans ce nouveau point, on va parler un petit peu de ton rôle de mère et d'épouse. Parce que là, c'est sûr que les hommes, parfois, ça leur arrive pas, quoi. Pourquoi ça te fait sourire? D'épouse, Bah oui, alors je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. On va y venir. Justement, on va y venir, je sais pas du tout. Parce que la question, c'était comment tu arrives à concilier les exigences du côté maman, épouse et tout ça, et le côté entrepreneur, où tu bouges tout le temps. Tu nous as dit tout à l'heure, entre le sud, Paris, ou les rendez-vous d'affaires qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Comment tu gères? Alors, je suis maman. Donc, mon fils, il va bientôt avoir 10 ans. Mon rôle de maman, c'est mon premier rôle. Avant d'être chef d'entreprise, je suis maman. Le plus important pour moi, c'est que mon fils, il soit bien. Et je tiens à ces moments partagés avec lui. Ça veut dire que le midi, je le récupère, je mange avec lui, et à 16h15, il faut quand même savoir qu'on prend le temps, on fait les devoirs. Après, j'ai la chance d'avoir mon ex-mari qui s'investit aussi. On a une très belle entente. Donc c'est vrai qu'on avait divorcé, il avait 1 an. On s'est séparés. On a toujours eu une magnifique entente, on est restés amis. Et du coup, on s'épaule. Lui aussi, il est dans le business, il est entrepreneur, et on s'épaule, c'est-à-dire que quand je dois être dans le sud, il est soit chez son papa, soit il est chez les grands-mères, mais on fait des FaceTime. Après, je suis jamais longtemps loin de mon fils. Et quand je suis présente ici, je suis avec mon fils, je le vois tous les jours. Je l'emmène en déplacement, ça m'est déjà arrivé aussi de l'emmener avec moi. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, il est jeune, mais il baigne aussi dans l'entrepreneuriat, ce que moi-même j'ai vécu. Donc très souvent, il voyage avec moi. Il a été en déplacement à Dubaï, à Milan, à Paris. Il voit comment ça se passe, le monde du travail. Tu nous as dit que tu es séparée du coup de ton ex-mari, etc. Alors, je vais me concentrer sur le côté business. Je sais que ton nom de jeune fille, c'était pas Céline Roland. C'est ça. Et Roland, c'est le nom de ton ex... du papa de Lionel, tout à fait. Du papa de ton fils. Ouais. Et du coup, tu as gardé ce nom pour la marque, pour le business ou Alors, c'est pas que pour le business. J'étais amenée à beaucoup voyager. Et en fait, j'avais eu... quand je me suis séparée, on m'a demandé un jour à l'aéroport à Francfort, quand je partais sur Dubaï, prouvez que c'est votre fils. J'étais choquée. Je me suis dit, mais ils veulent quoi en fait? Et Lionel, donc il n'était pas là puisque j'étais séparée. Et là, j'ai dit, c'est quand on se séparait, je lui ai dit, est-ce que je peux garder ton nom? Lionel, ça lui a jamais posé de problème. Et c'est surtout la vraie raison, c'était pour m'appeler, avoir le même nom de famille que mon fils.
Ouais. Tu vois, on forme toujours quand même une famille, même si on vit plus ensemble. Lui, il a refait sa vie. De son côté, mon ex-mari, il a joué un rôle quand même majeur dans le lancement de ma société parce qu'il était à mes côtés quand j'ai lancé ma première boutique. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que je me suis lancée parce que je crois que j'aurais été capable un jour de dire ouais, moi j'ai eu une image où ma maman, elle était avec mon papa. Et c'est vrai que mon ex-mari me disait toujours, mais Céline, t'as les capacités d'être toute seule, d'être indépendante, vas-y quoi. Il m'a toujours encouragée. Ouais. Et je le remercie aujourd'hui parce qu'en fait, il avait raison. Bah, c'est bien de le reconnaître parce que... Ouais, de pas reproduire en fait ce schéma familial que j'avais. Mon père est d'origine italienne et c'est vrai que tu vois, t'avais le côté la maman, elle travaille avec le papa. C'est beau aussi, c'est une belle réussite ensemble, mais c'est vrai que du coup, moi, je l'ai fait toute seule. Tu l'as fait toute seule. Mais il t'a encouragé, c'est vrai. Mais il m'a encouragé et ça, c'est très très important. Ok, donc ouais, ce côté nom de famille et tout, c'était pour faciliter un peu avec ton fils justement, avec qui tu passes beaucoup de temps. Et t'arrives un petit peu à concilier tout ça ou c'est compliqué? Là, j'ai vu que tu voulais par exemple ouvrir des points de vente ailleurs, franchisés. Je sais que c'est des grosses étapes à chaque fois. Mais après, je suis staffée. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du temps pour moi, pour mon fils, parce que j'ai un directeur des opérations, tu vois, qui me manage, j'ai une personne qui me gère le développement des franchises, donc qui va se déplacer. C'est pas moi qui vais à chaque fois voir le local, là où on va ouvrir. Moi, je vais me déplacer en étape finale, quand ça se concrétise. Donc aujourd'hui, alors pour que les gens vraiment comprennent comment ça s'emboîte un peu tout ça, t'as un peu la marque de l'entreprise, tu la représentes, c'est Céline Roland, donc là ça bouge pas. C'est du personal branding. Voilà, exactement, c'est ça. Mais derrière, t'as quand même une grosse équipe. C'est-à-dire que j'allais te poser des questions du coup sur tout ce qui est fiscalité, machin, parce qu'il y a beaucoup de freins aussi quand t'entreprends, surtout au départ. En France, on peut t'embêter un petit peu avec des trucs où tu maîtrises pas, mais tu nous expliques du coup que t'as une vraie équipe derrière qui te soutient. Comment ça marche tout ça? Ouais, j'ai une vraie équipe et que je remercie tous les jours parce que sans mes employés, j'en serais pas là aujourd'hui. Tout comme l'inverse, c'est grâce à moi aussi qu'ils en sont là aujourd'hui eux-mêmes, tu vois, c'est ensemble. Et la réussite, ouais, c'est une belle équipe. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire évoluer des personnes qui étaient chez moi au début. Elles étaient dans la com ou elles étaient en train de préparer des colis. Aujourd'hui, elle est responsable service client. J'ai vraiment fait évoluer les personnes qui ont commencé avec moi. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, elles me remercient, elles sont loyales, elles sont investies. On a un bon mindset d'équipe. Je pense qu'on a vraiment une belle mentalité dans cette entreprise. Parce que c'est ce qui est souligné à chaque fois par beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand t'es mal entouré, entre guillemets, souvent ça part en vrille, quoi. Dans une entreprise, il faut savoir bien s'entourer. Surtout dans la direction, tout ça, il faut être bien entouré. C'est là où du coup j'arrive sur l'un des points importants, c'est que j'ai vu que du coup t'as employé 35 personnes, ça c'est ce que tu nous as dit, et tu réalises un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Comment on fait pour avoir un chiffre d'affaires pareil? Quand tu es entrepreneur et quand tu commences même dans la région, je cherchais des entrepreneurs qui... là, je tombe sur toi, je me dis, attends, je vais chercher et tout. Et là, je vois ces chiffres d'affaires, je vois des trucs que tu as fait. Comment on arrive à faire ça en commençant du coup avec un BTS opticien? Mais tu sais que tu n'en as jamais assez. C'est-à-dire que ton premier 100 000, tu es trop content. Tu te dis, allez, on ouvre la bouteille de champ. Après, tu fais ton premier million. Tu dis, ouais, c'est incroyable. Et ensuite, tu vois, ça évolue et tu veux toujours plus. En fait, tout le monde peut y arriver, dans n'importe quel secteur d'activité. Je pense que c'est vraiment la détermination et il faut rien lâcher. C'est sûr que si tu veux pas travailler, tu n'y arriveras pas. Parce que moi, les heures, je les compte pas. Je bosse. Il y a des jours, c'est comme ça. Il y a des week-ends, quand par exemple, j'ai pas mon fils, je bosse 7 jours sur 7. Ouais. C'est vraiment ce serait quoi la clé? Parce que c'est vrai que dès qu'on parle déjà de 100 000, 200 000, les gens ils sont là, ah ouais, punaise, c'est beaucoup d'argent. Alors quand on parle de millions, ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin. Ouais. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, ça fait beau, ça fait des magnifiques chiffres, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et alors le résultat, c'est bien, c'est pas bien? Ça, j'ai pas trouvé. Mais non, le résultat, il est bon parce que je suis une bonne gestionnaire et ce qui compte, c'est de pérenniser. Mais on est dans une phase où on développe. Donc, ça veut dire qu'on réinvestit beaucoup pour s'améliorer et pour offrir toujours le meilleur service à nos clients.
Est-ce que du coup ce chiffre d'affaires quand même il t'aide à lever des fonds, à essayer de... Est-ce que tu fais ce genre de choses? Parce que maintenant on regarde les émissions, tu sais, qui veut être mon investisseur, machin et tout. Là les gens ils savent ce que c'est à peu près les parts sociaux, acheter des parts, des pourcentages et tout. Comment ça se passe chez toi? On me demande, des fois je reçois des messages sur les réseaux, est-ce que je peux investir, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas ouvert le capital. Tant que j'arrive à me débrouiller toute seule, je me débrouillerai toute seule. Parce que tout le monde croit qu'en fait, quand tu fais une levée de fonds, quand tu as des investisseurs, en fait, c'est waouh. Mais en fait, c'est pas waouh. Tu viens de donner en fait 5%, 10%. Tant que tu peux rester seul, c'est mieux de rester seul. Tu dois des comptes à personne. C'est ce que les entrepreneurs disaient, ouais. C'est ce qu'ils disaient. En fait, les gens, ils sont contents de faire des levées de fonds, de lever, je sais pas, 2 millions, 3 millions. Mais ils se rendent pas compte. En Tant fait, que tu arrives à te débrouiller. Mais après, c'est très, très dur au bout d'un moment d'évoluer. Les banques peuvent te suivre à un certain niveau. Mais c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, t'as pas le choix, je pense, que de faire des levées de fonds. Nous, notre business model, il repose beaucoup sur la disponibilité, c'est-à-dire le stock. Si tu as le produit, il est livré direct le lendemain, le client il est content. Si le client il doit attendre une semaine, 15 jours, il est pas content. Donc en fait, acheter du stock, c'est compliqué. Les banques, elles aiment pas financer du stock. Pourquoi? Parce que ton stock, tu as 4 collections dans l'année. Donc la collection qui sort en janvier, elle est déjà obsolète au mois de décembre. Mais si tu as mal choisi ton stock, tu l'as sur le dos, tu vois. Donc c'est assez compliqué de financer du stock avec les banques. On a, nous, quasiment un peu moins de 2 millions de stocks payés. C'est énorme. Donc, ça veut dire que tu réinvestis, tu vois. Ce que tu gagnes, ta trésor, c'est le plus difficile dans ce business-là, c'est de maintenir une bonne trésorerie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aux dépenses. La gestion du stock, c'est la base. Justement, et ton entreprise, elle est 100% française, quoi. Il y a pas de... Alors, mon entreprise est 100% française. Tous mes employés travaillent en France. Après, on vend des marques. Toutes les marques ne fabriquent pas 100% en France. Malheureusement, il y en a de moins en moins par rapport au coût. Donc, on vend aussi des produits qui ne sont pas 100% français. Mais par contre, moi, en tout cas, je tiens à embaucher des Français, à soutenir mon pays. Justement, c'est ça qui est top, parce que c'est ce que j'ai vu aussi. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'en France, aujourd'hui, c'est trop dur de se lancer, de la fiscalité, elle est trop importante. Aujourd'hui, dès que tu gagnes des thunes, en gros, on veut te le piquer, quoi. Aujourd'hui, tu travailles plus pour l'État que pour payer tes salariés et te payer toi-même, ça c'est sûr. Maintenant que t'es beaucoup digitalisé, je pense. Ce serait quoi un peu la part, est-ce que tu sais, tes ventes sur Internet versus tes ventes en physique, en boutique? On fait 70% en ligne du marché, voilà. Et 30% en boutique. Alors, il y en a qui disent que si jamais, par exemple, tu t'aventurais à partir de ton pays, du coup, de la France, t'installer dans des pays où il n'y a pas de fiscalité, ce que les influenceurs beaucoup font, genre Dubaï, pour ceux qui savent, en gros, tu paierais 0 impôt. Est-ce que t'es tenté? Alors, je suis partie 26 fois à Dubaï. Il faut avoir envie de vivre à Dubaï toute l'année. Dis-nous, parce que moi, je suis pas allée. C'est super. La sécurité pour les femmes, c'est incroyable. Pour les enfants, vous les emmenez une fois à Dubaï, ils veulent plus partir ailleurs parce que c'est génial. Les parcs, tout est grandiose. Tu manges, c'est excellent. Mais par contre, y vivre, c'est pas la même culture. Quand t'es jeune, ça va. Mais après, t'as pas ce qu'on a en France. Là, je veux dire, on a quand même un pays, un beau pays. Mais qu'est-ce qui t'attire du coup? Parce que franchement, fiscalement, il y en a qui ont fait des... Après, il n'y a pas que l'argent dans la vie, je crois. Je crois que déjà, déménager pour l'argent, ça me viendrait pas à l'idée. Okay. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Il faut quand même pas oublier qu'on a... quand même des avantages en France. Tu as une bonne sécurité sociale, tu es bien remboursé. Quand tu vas chez le médecin, la plupart du temps, tu n'as rien à payer. Ouais. Va à Dubaï, tu payes. La consultation, c'est pas le même prix qu'en France. Après, je ne vous dis pas que j'aurai jamais une résidence secondaire. Ouais. J'aimerais avoir une résidence secondaire un jour, mais pour le moment, j'ai pas du tout prévu d'aller passer la frontière ou de délocaliser mon entreprise. Je vais continuer à payer mes impôts en France. Il ne faut pas oublier non plus d'où tu viens. Et c'est grâce aux Français, c'est grâce à la France que j'ai réussi aussi.
Ok, donc là t'es vraiment reconnaissante. Là, tu rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. La reconnaissance, elle est à 100%, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais moi, j'ai pas envie d'aller vivre... Enfin, pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Je te dis pas, on peut changer. Peut-être dans 5 ans, je penserai différemment. J'ai une question un peu... Alors, c'est pas tabou, mais c'est sûr que ça ressort sur Internet. Des fois, la parité un petit peu entre hommes et femmes, surtout dans un couple. Je sais pas si t'as quelqu'un dans ta vie. Des fois, ça peut poser problème. Quand tu as une femme entrepreneuse qui gagne beaucoup d'argent, entre guillemets, qui fait du chiffre d'affaires, qui se déplace et tout, ça peut créer des tensions. Comment tu gères ça? Alors, j'ai vécu ma dernière relation qui, je peux le dire, c'était catastrophique. C'est pour ça que je pose la question. C'était une cata. Mais en fait, je pense que quand tu es avec la bonne personne et quand tu as un homme en face de toi qui a confiance en lui, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Mais ma dernière relation, le mot qui peut vraiment clarifier la relation, c'est catastrophique. Mais alors justement, je vais pas parler de ton cas précisément parce que ça te concerne et puis c'est pas le but de la vidéo, mais vraiment le fait que quand une femme gagne plus d'argent que son conjoint, mari, ce que tu veux, enfin son compagnon, ça peut créer des tensions. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que toi tu l'as vécu? Mais ça, c'est les hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent qu'en fait, tu maîtrises une femme avec l'argent. Aujourd'hui, c'est une mentalité qui est hyper mauvaise. Tu tiens pas une femme avec l'argent. Tu tiens une gamine avec l'argent. Pas une femme. Une femme, elle a besoin d'autre chose que juste le côté financier. Bien sûr, c'est rassurant d'être avec une personne qui gagne sa vie correctement. Mais après, tu peux réussir aussi ensemble. C'est pas l'argent, en fait, qui fait une personne. Bon, alors justement, je vais nous défendre, les mecs. Il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas. C'est-à-dire que si une femme, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle gagne 3 000 € par mois, elle veut absolument que son mec gagne plus. Est-ce que ça, c'est ton cas? Ou pour toi, au niveau où t'es, est-ce qu'à un certain niveau, on s'en fiche de l'argent? Est-ce qu'il gagne plus, il gagne moins, machin, tant qu'il y a un certain seuil qui est dépassé? Mais non. Et moi, j'ai envie de dire à ces personnes, c'est n'importe quoi. Soyez heureux. Et être heureux, t'es pas heureux parce que ton mec, il gagne plus d'argent. Pas du tout. Non, moi, je suis pas du tout dans ce mood-là. Je suis pas avec quelqu'un de par son salaire. Pas du tout. Ok, donc toi, par exemple, il y aurait pas de frein ou quoi par rapport à ça? Pas du tout. Ok. Je pense que j'ai surtout besoin d'une personne qui me respecte. Je crois que ça, c'est la base numéro 1 d'un couple, le respect. Et puis la fidélité. Et quelqu'un qui soit attentionné, doux, gentil. Mais ça passe par des mots, par des actes. Pas forcément que par de l'argent. Alors justement, dans le cadre de ton métier, est-ce que ton métier bloque? Est-ce qu'il y a des hommes qui, par exemple, tu t'es bien entendu ou quoi, mais vu que tu étais entrepreneur et que finalement, tu étais, entre guillemets, t'étais connu, tu fais du business, tu pars un peu partout, tu côtoies plein de monde, des célébrités et tout ce que tu m'as dit, est-ce que ça t'a bloqué dans ta vie personnelle? Ma relation passée, je pense, m'a freiné. Ouais, énormément. Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé, mais on peut en discuter. Ça peut permettre aussi à d'autres personnes de se reconnaître dans ce schéma-là. Je pense que c'est très malsain. On peut pas être avec quelqu'un qui veut contrôler notre vie. C'est pas ça, en fait, aimer quelqu'un. C'est pas le contrôler. Et moi, je pense que j'ai trop longtemps, accepté ça. Où on m'a... Si j'allais à Paris, quand je devais me déplacer, il y a des déplacements que j'ai été amenée à annuler. C'est grave. À cause de ta relation? À cause de ma relation. Parce que pour de la jalousie? Pour du business? Ah ouais, pour de la jalousie. Ouais, parce que c'est un métier, du coup, qui te met, entre guillemets, sous le feu des projecteurs et forcément. Ça n'a pas été supporté. Non, ça n'a pas été supporté. Donc, ça existe. Ah quoi. Non, ça existe. Pas... Je pense que d'ailleurs, c'est très difficile de trouver une personne qui accepte ça. Il faut être très intelligent. Il faut... c'est difficile. Je pense l'homme, il doit déjà être bien avec lui-même pour pouvoir être bien avec une femme chef d'entreprise. Ouais, c'est pas entre guillemets, c'est pas un poste qui... T'es pas salarié, quoi. T'es quelqu'un qui bosse beaucoup, comme t'as dit, tout le temps. Et c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Ça, c'est vraiment le point. Mais c'est pas parce que je suis chef d'entreprise, c'est pas parce que je gagne de l'argent, c'est pas parce que je dirige des gens au quotidien qu'en fait, ça fait de moi une mauvaise personne. Au contraire.
à la maison. J'ai eu un exemple de vie où voilà, mon père il est d'origine italienne. L'image masculine, voilà, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Je suis à la maison, je fais à manger, je m'occupe. Cette question est trop stylée parce que est-ce que toi tu l'acceptes entre guillemets mais je l'accepte à 10 000 %. Pour moi, l'homme à sa place et la femme à sa place. À la maison. À la maison. Mais dehors, c'est le boulot, quoi. Mais après, le business, c'est le business. Et t'as besoin de rentrer à la maison et que ton homme, il soit fier. Il te dise, punaise, bravo pour ce que t'as fait. C'est génial, qui t'encourage. Pas quelqu'un qui te ralentisse, en fait, et qui te dise, ah ben non, ça, c'est sûr, ça va pas fonctionner. Mais pourquoi t'as fait ça? Non, laisse tomber. Faut partir en courant. Mais j'avais pas, je te promets, il y a 6 mois encore, j'étais dedans. J'avais pas... J'ai l'impression que t'en as gros sur la patate, là. Putain, il m'a saoulé, Non, complètement. Non, et non, aujourd'hui, plus jamais j'accepterai ça. Est-ce qu'un jour tu comptes alors, si quelqu'un te dit, bon, franchement, c'est bien ce que t'as fait et tout, t'as franchisé, t'as percé, entre guillemets, c'est bon, viens, arrête, cède toutes tes parts, vends ça, je sais pas ce que ça coûte des parts de ta société, mais vends tout, et je sais pas, viens, on fait autre chose. T'acceptes ou pour l'instant, c'est trop, t'y tiens trop? Pour l'instant, c'est mon bébé. Ouais, voilà. Mon business, c'est mon bébé. Puisque mon fils est arrivé après, donc c'est mon deuxième bébé. Non, mon business, c'est mon bébé. J'ai pas envie de tout lâcher. Et en plus, je suis très attachée à mes employés, à mon équipe. Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne mon business et qui m'encourage à le développer. On est en plein développement. C'est pas le moment de vendre ou quoi que ce soit. On va, après, dire... tout a un prix. Je vais pas te dire je vendrai jamais et voilà, demain on vient, on me dit il y a peut-être des offres qui se refusent pas. Ouais. Mais ça veut pas dire que derrière je recommencerai autre chose parce que moi j'aime le business. J'aime entreprendre, j'aime créer. Donc de toute manière, je ferai jamais rien. Ouais. Mais pour l'instant, je suis pas du tout dans l'optique encore de vendre, ça serait trop tôt. Non, ouais. Bah justement, là, je rebondis du coup forcément sur cette partie-là qui est du coup médiatique. Et c'est vrai que bah, forcément, je t'ai vu dans une publication de Forbes. Oui. Moi, Forbes, les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était les classements des fortunes. Genre Cristiano Ronaldo, Conor McGregor et tout. Forbes, c'était la première fois. La deuxième fois, c'est dans une série Narcos où Pablo Escobar était dans le top Forbes. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Alors Forbes, j'y étais plusieurs fois. Le dernier article qu'on a fait, c'était lors d'un défilé où en fait, je me suis déplacée à Ibiza et en fait, il y a un défilé en fait qui a été créé et moi, si tu veux, j'ai choisi les paires de lunettes que les mannequins allaient porter pour le défilé. Et du coup, on a été cité dans Forbes. Ils ont fait un bel article. Et du coup, est-ce que ça, c'était un... Est-ce que tu as des objectifs médiatiques? C'est-à-dire que est-ce que tu as en tête ce fait d'être une personne, comme tu as dit, le personal branding un petit peu, de mettre en avant toi-même? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu voudrais... dans quel sens tu veux aller? Ça fait partie, je pense, du personal branding. Ça fait partie du développement de la marque. Après, voilà, j'ai bien les pieds sur terre. Et c'est pas non plus... voilà, j'ai pas besoin de faire toutes les semaines un plateau télé. Ouais, donc ton métier passe avant tout ce qui est médiatique, parce qu'il y en a qui veulent absolument être dans les médias et tout. Non, ça passe pour leur avant business. Mon métier. Ouais, j'ai déjà assez à faire. Ouais. Il y a une partie sur tout ce qui est, tu nous en as parlé tout à l'heure, tout ce qui est transmission et tout. Et là, je vois que, alors, je sais pas comment ça se tourne, mais en tout cas, tu participes à des formations dans un centre qui s'appelle, alors je sais pas comment on dit, ESOV, ESOV. Okay. École supérieure d'optique et de la vision. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire. Ralph et Audrey sont propriétaires de plusieurs écoles, communication, management, notariat. C'est des propriétaires donc, de plusieurs écoles. Et moi, j'avais des apprentis en com, voilà. Et donc, c'est vrai on s'est liés d'amitié. Et je leur dis un jour, il faut absolument qu'on développe l'optique. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à recruter d'opticiens. C'était très dur de recruter des opticiens. Soit les opticiens, en fait, ils partaient faire un autre métier. Ils partaient, par exemple, faire commercial dans les lunettes. Ils partaient dans la fabrication de lunettes. Enfin, voilà, ils changeaient de métier. Soit, j'en trouvais pas. Ils partaient en Suisse, où ils allaient sur Strasbourg, dans des villes un peu plus attractives. Donc, je leur ai dit, en fait, on va créer l'école. Et comme ça,
je les aurais dès qu'ils sortent de l'école, ben, je pourrais recruter, tu vois. Ouais. Donc, on a développé l'école d'optique ensemble. Donc, je les ai aidés. Voilà, on a choisi le matériel. J'ai appelé une ancienne prof à moi, Karine. Je lui ai dit, Karine, j'ai besoin de toi parce que sans toi, il n'y a pas d'école. C'est the prof dans le domaine de l'optique. Et suite à ça, on a ouvert, ils ont ouvert dans le groupe Omneo l'école ESOV. Et moi, j'enseigne depuis à l'école. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai enseigné pendant 4 heures. Donc, on a une classe de première année de BTS, une classe de deuxième année de BTS et une classe de prépa. Et l'an prochain, des licences seront également lancées. Et là, c'est un petit peu, alors, autre le côté recrutement et tout, c'est un peu ta petite pierre à l'édifice, tu essaies de transmettre un petit peu ta passion. Mais en fait, comme j'adore transmettre mon métier. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et du coup, le fait de le transmettre avec passion, même les élèves, ils sont heureux. Et ça se sent aujourd'hui. Franchement, j'ai donné des cours, c'était génial. L'échange entre eux et moi, moi, ça m'apporte beaucoup de transmettre. C'est un épanouissement personnel. Est-ce que tu parles beaucoup de tout le côté service et toute la passion que tu as, ou est-ce que tu parles vraiment que technique? Ah non, attention, c'est un cours, ça respecte le programme académique. Ok. C'est un diplôme d'État. C'est le BTS opticien lunetier, donc ils passent le même chez nous qu'à Paris, que dans le Sud. Donc le but, c'est qu'ils aient leur BTS et qu'on fasse vraiment le programme pendant les 2 ans. Donc bien sûr, je leur mets la petite touche sur le visagisme et sur mon mindset, mais on respecte le programme. Et tu remarques un petit peu dans ces écoles des gens un peu comme toi qui ont vraiment plus faim que les autres dans l'entrepreneuriat ou dans le domaine de l'optique? Oui. On voit la différence déjà de certains élèves qui sortent un peu du lot. Ça veut pas dire que les autres sont mauvais. Parce que tu peux être un très bon opticien, mais peut-être que tu n'aspires pas à avoir des responsabilités. Tout le monde n'est pas pareil, en fait. Il y a des personnes qui ont envie d'aller devenir manager. T'en as d'autres, ils ne veulent pas de responsabilité. Ouais, c'est des profils qui tout le monde n'a pas envie d'avoir sa propre boutique. Et toi, tu as besoin de tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que tu as besoin de ceux qui... Et je respecte tous les profils. Alors, dans cette dernière partie, c'est tout ce qui est projet à venir. Qu'est-ce que tu as prévu? J'ai vu qu'il y avait un lancement peut-être à l'international qui est prévu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as prévu de faire là dans peut-être 5... On est déjà à l'international. Ouais. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui est prévu? On a lancé l'international pour la simple et bonne raison que j'avais envie de pallier... J'avais pas envie de me lancer dans des CDD, parce qu'en fait, si tu veux, sur Internet, on vend encore plus de solaire que d'optique. On vend des lunettes à la vue, de plus en plus. Mais le cœur du métier sur Internet, ça reste quand même la solaire. Et la solaire, on sait que ça va être plus de avril à fin septembre. Donc en fait, pour pallier ça, il faut aller attaquer des pays, en fait, que quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. Donc en fait, on a lancé l'international. Ok. Parce que du coup, on en vend aux States, on en vend en Australie, Azerbaïdjan, enfin c'est la folie, on expédie partout. Ouais. Et tout ça via ton site? Tout ça part de Redesime, ouais. C'est génial. C'est fou que, franchement, t'es quelqu'un de local, tu sais, dans la région, quoi, arrive du coup à faire ce genre de truc. Et là, tu nous as apporté quelques lunettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu m'as dit que c'était des verres spéciaux. Alors attends, décale le micro comme ça. Et comme ça, on peut en parler. Comme ça? Ouais, non, pousse-le. Carrément, je le pousse. Ouais, tu peux le pousser, voilà. Comme ça, tu peux récupérer les lunettes que tu veux. On parle de quoi? Des nouvelles tendances Voilà, c'est ça. Des nouvelles tendances que tu nous as apportées. Moi, je reste en place pour que sur la caméra, on me voit. Allez. Je vous montre. Alors, c'est des modèles en plus. Ouais, récupère-le. Parfait. Nickel. Je vous montre. C'est des modèles en plus qu'on a en exclusivité. C'est-à-dire que c'est même pas encore sorti. Alors là, j'ai ramené du Gucci, par exemple. On les a reçus en avant-première. Elles sont même pas encore sur le site ni Gucci ni le nôtre. 2025, c'est une tendance. Alors, on est sur des lunettes de plus en plus fines. Regarde ici. Là-bas. Ne bouge pas. Voilà. Tu tournes juste ta tête. Donc, on est sur une tendance vraiment très très fine. Voilà, ça c'est la mode pour les femmes 2025. Pour les hommes aussi, d'ailleurs, on lance également beaucoup de modèles percés. Donc, je vous montre celui-ci, c'est aussi un nouveau modèle. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont porter ce modèle. Tu veux l'essayer? Ah ouais? Allez, vas-y. Allez. En plus, t'as un... Voilà, c'est pareil, c'est quand même relativement fin.
C'est la tendance Tac. de cette année. Ça veut pas dire qu'il faut acheter forcément ces modèles. Hein. Le but, c'est de trouver la paire de lunettes qui va à chaque personne. Tu vois, c'est pas parce que c'est tendance que ça va forcément t'aller. Du coup, là, j'ai l'impression que... Si, moi, j'aime bien. Ça va? Allez, c'est looké. Ok, bon, ouais. je vais m'en servir pour la miniature. Attends, je vais faire comme ça. Voilà, on va s'en servir pour la miniature. Non, franchement, elle tue. Non, c'est looké, Au moi, j'aime ressenti, bien. c'est bien. Franchement, avec la barbe et tout, c'est canon. Au ressenti, c'est bien. Moi, c'est sûr que j'ai une tête un peu... Avec les lunettes, ça, peut-être ça adoucit un peu le trait. Non, franchement, elles sont vraiment trop belles. Le ressenti est vraiment bien. Et ça, c'est des Gucci, du coup. Ça, c'est un exemple chez Gucci qu'on a rentré ce matin. Et maintenant, je vais vous parler... ouais, ça, c'était important, ça. D'un autre concept. Alors, c'est plutôt... On fait plus ça chez les hommes que chez les femmes. Certaines femmes le font aussi. Mais c'est vrai que les femmes, elles préfèrent acheter en général la paire de lunettes Dior qu'elle a vue porter par une célébrité. Et les hommes, ils sont plus dans... Voilà, je vais trouver la paire de lunettes vraiment qui me va. Et on prend le temps de dessiner la forme. Alors là, par exemple, c'est un modèle Cartier. Et on fait ce qu'on appelle le diamond cut. Donc en fait, on choisit donc la monture et après, on va tailler la forme du verre en fonction de la forme de ton visage. On va vraiment faire la monture sur mesure. Et le petit plus, c'est de tailler le verre. C'est une taille particulière en fait qu'on appelle le diamond cut. Ça, en ce moment, ça cartonne. On en vend tous les jours. Le diamond cut, ça veut dire quoi? C'est une forme ou c'est la façon de couper le truc? En fait, c'est taillé en forme de diamant. D'où diamond cut. Ouais, tu vois, c'est taillé en forme de diamant. Et ça, aujourd'hui, les gens, ils commandent de très loin. Des États-Unis, on a des commandes. Et pas que des États-Unis, hein, de Paris, de partout. Là, c'est une paire homme, du coup? C'est une paire homme. Je vais te la faire essayer, mais pour toi, elle va être un petit peu large. Ouais. Mais c'est pas grave, tu peux quand même montrer. Le délire du truc. Voilà. Hop. On pourra faire un gros plan sur... tu vois. Justement, c'est pour ça que je me place. Là, il faudrait... Tu vois qu'on la fasse légèrement, peut-être moins large, moins haute. On adapterait un peu plus. Donc en gros, là, la différence, c'est par rapport à une paire de lunettes normales, c'est que la monture est faite sur mesure. Ça, c'est assez rare, parce que la monture, on l'a choisie d'habitude. Non, la monture, tu l'as choisie, elle existe. Ok. Là c'est une monture Cartier. Ensuite, on va tailler la forme de verre, vraiment en fonction, on va te trouver la forme qui ira le mieux en fonction de la forme de ton visage. Donc en gros, si j'ai besoin d'un truc un peu plus carré, tu vas faire du carré. Voilà, c'est ça, ou plus arrondi, voilà. Okay. Et après, on choisit ensemble quel diamond cut, parce que là, maintenant, c'est un exemple sur celle-ci, mais on a d'autres formes, enfin, on a d'autres tailles qui existent. Il y a la teinte du verre aussi qui est très importante. Là, on est vraiment dans une tendance où c'est la mode, les verres colorés. Donc, tu vois les gens sur leur petite terrasse la fin d'après-midi avec des verres roses, des verres mauves, légèrement teintés. Et même d'ailleurs quand ils sont à l'intérieur. Ou après, tu as aussi les verres photochromiques qui foncent. C'est-à-dire que c'est une paire de lunettes que tu gardes tout le temps. Dedans, ton verre, il est clair. Dehors, ça devient une paire de lunettes de soleil et tu n'as pas besoin de changer. Ok, donc ça s'adapte à la lumière, tout ça. Okay. Ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu bleuté. C'est légèrement bleuté, ouais. Ok, ouais. Tu vois la vie en bleu. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune correction. Donc là, ça va. Il n'y a pas de changement, mais c'est vrai que les lumières, là, de ce que je vois, c'est un peu bleu, quoi. Bah forcément. Voilà. Ouais, ça te change un petit peu la perception visuelle. Ok. Et l'avantage, du coup, pour les clients, d'avoir ce type de verre bah après, de toute façon, on fait tester les différentes teintes à chaque client. Hein. C'est important qu'ils testent parce que, tu vois, il y a des teintes, par exemple, comme le gris. Il y en a, ils viennent et ils me disent, je veux un gris dégradé. Attention, hein, c'est triste. Hein. Toute la journée, voir dans le gris, ça te change... c'est vrai que ça peut changer un peu... Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut changer le mood, quoi. Quand on dit voir la vie en rose, c'est réel. Hein, le rose, c'est lumineux. Et là, c'est vrai que du coup, forcément, on rejoint un peu ton idée de bijoux et de trucs qui te va vraiment à toi. On rajoute des diamants, des vrais diamants. On sertit certaines paires de diamants pour certains clients. Sur le côté, sur la monture, comme ça? Sur la monture, ouais. Sur la monture, sur les branches, sur les panthères. Et niveau budget, parle-nous, fais-nous peur. Après, tu peux ajouter des diamants. Tu vas être entre 1000 et tu peux aller jusqu'à 60 000 euros. Ça va dépendre de combien de diamants tu veux mettre, de la qualité du diamant. C'est toujours pareil. C'est comme si tu vas faire une bague chez un bijoutier. Ouais. Tu choisis la teinte de ton diamant, tu choisis la taille du diamant, la qualité. Voilà. C'est pareil sur la paire de lunettes. Aujourd'hui, une paire de lunettes, c'est devenu un bijou.
Ouais, justement. Est-ce que c'est considéré, est-ce que tu vois avec tes clients que c'est vraiment considéré comme un bijou? Parce que là, on voit par exemple des personnalités, ceux qui ont un peu les moyens, offrir des sacs, des trucs, des bijoux, des trucs vraiment qui coûtent hyper cher. Est-ce que les lunettes aujourd'hui, tu as ce genre de demandes qui sont offertes un petit peu comme. Alors à des Noël, bijoux, quoi. à Noël, on a énormément de ventes justement et beaucoup d'emballages cadeaux parce que les gens offrent des lunettes à Noël. Ouais, quand même. J'ai vu cette paire. C'est un joli cadeau. Hein. Non seulement ça te protège, et en plus ça te sert, quoi. Je veux dire, c'est un cadeau. Je trouve ça mieux qu'un utile. bijou. Après, ça c'est un avis personnel. Je trouve ça mieux qu'un bijou parce que franchement, c'est des lunettes. On peut s'en servir dans la vie de tous les jours. On le voit un peu plus. Et puis, j'ai vu que t'avais une paire Maybach en story. C'est quoi? Parce que Maybach, dans ma tête, c'est une voiture. Ouais. Alors, Mais Maybach a lancé sa collection. Aujourd'hui, tu peux acheter ta voiture, assortir à tes vêtements. Parce qu'ils donc font aussi il y a des un lien vêtements. avec la voiture. Je suis pas Ah oui, complètement non, bête. il n'y a pas un lien. C'est vraiment, c'est la même marque. C'est Maybach. Donc Tout à fait. Ok. Et du coup, ils ont lancé leur ligne de lunettes et c'est assez beau. C'est très très beau parce qu'en fait, ils ont repris les mêmes matériaux que dans les voitures. T'as du bois, c'est très qualitatif. C'est des lunettes qui sont vite aux alentours des 2 000 € en prix de vente. Non, mais c'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu des mannequins. J'ai vu un mec connu parce que j'ai regardé Gossip Girl comme tout le monde. Et c'était Chuck Bass. Ah, Je sais même plus comment il s'appelle. Chuck Bass. On l'adore. J'ai vu la personne, je fais waouh, elle est quand même trop belle. Et là, du coup, tu as le droit de reprendre ces images et de vendre cette paire de lunettes parce que du coup, tu as acquis. Ah oui, tout à fait, il est ambassadeur. Voilà. Et toi, tu as le droit d'utiliser ces images-là, même si c'est pas toi qui allais faire les photos. Oui. Tu as le droit. Et puis, toutes ces paires de lunettes Cartier, Maybach, tout ça, elles sont bien chez toi. Ah oui, on les a en stock, tout à fait. Ouais, donc on peut les commander. La même, puis, exactement. La même. Bah, écoute, franchement, tu nous as beaucoup appris. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir reçu. Franchement, je t'en prie, c'était vraiment un plaisir d'avoir une femme entrepreneur qui nous a remis un peu les pendules à l'heure, qui nous a vraiment aidé, aiguillé. Et c'est vrai que tes idées, elles rejoignent vraiment ce qu'on voit sur Internet. Mais là, je voulais vraiment quelqu'un qui était en local et puis, comme tu as dit, quasiment parti de zéro jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Et je te dis à bientôt pour peut-être une autre interview, puis un autre podcast. On traitera d'autres sujets, peut-être plus précis ou pas. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Avec grand plaisir. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça nous donne beaucoup de force sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.